Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Le film que vous allez voir là aujourd'hui, il a été tourné en même temps que Drive My Car, au milieu du tournage de Drive My Car, en fait, pendant le Covid, à un moment où les tournages étaient arrêtés. Et donc, Hamaguchi avait écrit, je pense qu'il ne cesse pas d'écrire et de produire des choses, il avait écrit 7 petites histoires, qui font environ entre 30 et 40 minutes chacune, et il en a tourné 3 donc, pendant l'arrêt du tournage de Drive My Car, qui est un gros film avec des vedettes, une adaptation une littéraire célèbre, etc. Et là, c'est un film qu'il a écrit lui-même, avec des acteurs un peu moins connus, un côté beaucoup plus en chambre, beaucoup plus fermé, beaucoup plus calme. Vous allez voir, ce sont des films où on ne voit pas beaucoup de paysages, ça se passe plutôt dans des intérieurs, et qui repose uniquement sur les interprètes et sur la parole. Alors, cette question de la parole, elle est très très présente dans tous ces films, depuis le début. Ce qui l'intéresse, c'est les auteurs qui l'intéressent, c'est des gens comme Éric Rohmer, c'est des gens comme Cassavetes, dont il se réclame. Et c'est vrai que cette manière dont on approche les autres par la parole, dont on échange, dont les situations peuvent complètement se transformer par l'acte de parler et de toucher l'autre par la parole, c'est ce qui fait un petit peu, en tout cas la force de son cinéma. C'est quelque chose qui travaille beaucoup. Et là, dans Contes du hasard et autres fantaisies, c'est vraiment le principe du film. Trouver 3 situations, vous allez voir que c'est des situations qui sont très différentes, elles n'ont pas de lien entre elles. Il y a 3 films dans le film, si vous voulez, 3 histoires. Elles sont reliées par une double thématique, qui est la question du hasard et un petit peu du fantasme ou de l'imagination, qu'est-ce qu'on imagine, et comment finalement nos destinées peuvent se trouver un petit peu déplacées, influées comme ça par le hasard. Mais une des questions peut-être qu'on se posera ensemble après, c'est quel hasard y a-t-il ? Est-ce que c'est vraiment du hasard ce qui nous arrive, ou est-ce qu'il y a une sorte de hasard objectif ? Est-ce qu'il y a une sorte un petit peu de hasard qui n'est pas tellement du hasard, comme on dirait, il n'y a pas de hasard, ou c'est de l'ordre de la coïncidence. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus, et puis on aura l'occasion d'en reparler. Moi, donc j'ai écrit, il y a eu un numéro spécial des Cahiers du cinéma en avril, si je ne m'abuse, en avril, que vous pouvez commander en ligne si jamais ça vous intéresse, sur lequel j'ai écrit sur ce film. Il y a eu aussi un très beau texte de Mathieu Macheret, qui écrit dans les Cahiers et puis aussi au Monde sur le film. Et on a publié aussi un texte très beau, assez long, de Hamaguchi lui-même, qui a écrit pas mal de textes, outre sa production de film, qui est assez conséquente, et qui a écrit un texte sur un film de Ozu, sur le jeu dans un film de Ozu, donc autre grand cinéaste japonais, et plutôt des années 50, cinéaste classique. Voilà, je vous en dis pas plus, et on en parle après, si vous voulez, après la séance. Merci beaucoup. Pour moi, ça fait la 4e fois que je le vois, donc je le connais quand même assez bien, mais là, ce qui me frappe dans ce film, je vous dis quelque chose, et puis après on pourra peut-être discuter pour faire un point de départ. Ce qui m'avait déjà frappé dans ces films précédents, c'est pas forcément la prégnance de la parole, le fait que les gens parlent beaucoup, que ça on le retrouve dans beaucoup de films, mais c'est l'espèce de sentiment de durée, de temps, et une espèce de sentiment du temps très particulier, qui fait que on ressent dans le film des temporalités, une espèce d'épaisseur du temps qu'on sent dans la vie, qu'on sent quand on est avec des gens, quand on est dans une pièce, parce que ça parle beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de moments de silence, il y a beaucoup de moments où ça parle pas, et où il se passe des choses aussi dans ces moments-là. Et c'est pas non plus quelque chose de très théâtral, au sens où on serait devant quelque chose qui serait une pièce de théâtre, qu'on verrait. Là, on est proche des corps, on est proche des visages, comme on le serait finalement aussi un petit peu dans la vie. Et ce que je trouve très beau, et ce qui fait pour moi toute la vertu de ces films, c'est que, pour le dire un peu simplement, les scènes n'ont pas de durée standard. Quand vous voyez un film, on va dire, plus lambda, vous avez une scène de conversation entre 2 personnages, elle dure un temps qu'on ne va pas calculer, on ne sait pas si c'est 5 minutes, 7 minutes, mais au fond, la scène se passe, elle a duré
une durée un petit peu standard, et puis il y a une autre scène d'une durée un petit peu standard. Dans un film comme celui-là, même s'il y a 3 histoires, mais c'est le cas de tous les films de Hamaguchi, c'est le cas de Drive My Car, c'est le cas déjà dans Sense8, où pouvait y avoir une conversation à table, et puis la conversation durait 25 minutes. Mais parfois, elle pouvait durer 8 minutes. Peu importe, c'était l'économie, le moment qui pouvait se prolonger comme ça. Et dans ce film, il me semble qu'il y a ça. C'est-à-dire que les personnages commencent à discuter, on ne peut absolument pas prévoir quand est-ce que ça va s'arrêter, qu'est-ce qui va se passer. À chaque moment, le récit se déroute, se transforme. Quelqu'un dit quelque chose qui transforme totalement la perception qu'on avait des personnages. Alors, évidemment, c'est plus beau et c'est plus étonnant et c'est encore plus surprenant dans le dernier récit où là, effectivement, à partir du moment où on comprend que les personnages ne se connaissent pas, ça rajoute une sorte de couche un peu supplémentaire. Mais il y a ces moments de temporalité très étranges où on a l'impression que parfois ça s'accélère, parfois au contraire c'est très lent et ça prend un temps infini avant que quelqu'un se mette à parler. Et ce qui fait, pour moi, vraiment la vertu de ce film, et c'est vraiment resserré là-dessus, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir grand-chose d'autre, comme on est dans des lieux très clos, il y a très peu d'objets, il y a peu de mouvements des personnages, donc au fond, on est vraiment concentré sur cette écoute, cette attention très forte aux mots, et les personnages eux-mêmes veulent être entendus. On sent que ce qu'ils disent, c'est pour solliciter l'attention de l'autre, et un type d'attention très particulier. Alors dans le premier récit, c'est vraiment la question du désir et de la relation amoureuse, un peu le souvenir de cette relation amoureuse qui revient, l'évocation. On sent que chaque mot fait écho à quelque chose qu'on ne connaît pas, de la relation entre l'homme, le garçon et la jeune fille qui revient le voir chez lui, comme dans le premier récit, juste avant, avec son amie, elle évoquait quelque chose que l'on ne connaissait pas, donc on confronte un peu les deux histoires, on confronte les personnages, on est tout le temps en train d'essayer d'imaginer, en fait, à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, à quoi ça pourrait renvoyer, et cette imagination qu'on a avec leurs mots, au fond, elle se transforme tout le temps. Donc c'est ça qui est très étonnant, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de mouvements, il y a très peu, même les personnages se touchent très peu, il n'y a pas de grand... c'est pas spectaculaire. Et en même temps, ça prend au fur et à mesure du récit, je trouve, une richesse et une densité extrêmement importante qui fait qu'on se pose sur ces personnages énormément de questions. Ces questions ne sont pas résolues, pour la plupart, en fait, à la fin de chacun des récits, qui ne bouclent pas vraiment, c'est plutôt une sorte d'échappée, on ne sait pas trop ce qu'ils vont devenir, ça se boucle un petit peu parce qu'ils partent, mais au fond, ils sont chacun un peu renvoyés à une forme de solitude, mais on ne sait pas tellement voilà, ce qui va advenir d'eux, rien n'est fermé, tout est plutôt ouvert. Et donc, premier récit, plutôt cette question, est-ce qu'on peut réactiver des sentiments? Comment est-ce qu'on peut agir sur l'autre, sur son désir? Le deuxième récit, c'est là vraiment en faisant cette espèce de lecture érotique dans un lieu complètement déplacé, qui est un bureau de fac, avec un professeur qui, vous l'avez vu, est un peu étrange, très distant, qui ne la regarde pas, qui a un côté un peu autiste, limite autiste, je dirais. Comment est-ce qu'on peut essayer de provoquer quelque chose ou créer une forme d'érotique à partir du langage, hein, c'est ce qui est dit un petit peu dans le récit. Et puis le troisième récit, là, où on peut fabriquer une fiction, fabriquer quelque chose à partir des souvenirs et au fond réactiver comme ça tous ces souvenirs enfouis qui font que même si ces deux femmes ne se connaissent pas, même si nous ne les connaissons pas et nous ne savons rien de leur passé non plus, il ne nous a pas été expliqué, au fond, elles arrivent à communiquer dans leur expérience d'adolescente et à nous communiquer cette émotion qu'elles avaient entre elles. Donc, voilà, il me semble que ça tient sur tout un petit peu comme si Hamaguchi s'était un peu ingénié à utiliser tous les types de langage possibles. Le langage plus théâtral, celui qui permet de raconter une histoire, celui qui est celui de la lecture, hein, la lecture littéraire, la lecture d'un texte. Alors évidemment, on parle pas, enfin, je ne sais pas si vous parlez japonais, mais moi, ce n'est pas le cas. Donc j'imagine que pour quelqu'un qui parle japonais, il y a en plus toutes ces inflexions de la voix, toute cette lecture qu'on nous dit être particulièrement belle. Bon, on ne peut pas en juger vraiment, mais je trouve qu'on entend quand même aussi
la langue, même si on est obligé de lire les sous-titres, et il y en a beaucoup, mais il me semble qu'on entend cette espèce de musicalité de la langue. Donc il y a un peu tous les types de paroles et tout ce que la parole peut provoquer, à la fois dans le rapport à l'autre, hein, sous cette question de la distance aussi entre les personnages. Vous avez vu, dans la société japonaise, il y a quand même une forme de distance entre les gens, on se touche moins, on est moins... Il y a quelque chose de plus protocolaire, et c'est pas, je pense que c'est pas du tout un cliché, c'est vraiment lié à une forme de relation sociale. Et le langage permet effectivement de dessiner la parole permet de dessiner d'autres types de relations. Ce qui donne d'ailleurs des effets quasi comiques, hein, quand entre le prof et, dans la deuxième histoire, entre le prof et la jeune femme qui lit son texte érotique, à la fin elle lui dit voilà, vous masturberez et moi aussi, etc. C'est à la fois complètement déplacé et en même temps c'est presque froid la manière dont elle le dit. Enfin, c'est assez étonnant. Donc ce langage permet de recréer d'autres liens, et si c'est très émouvant, je trouve le troisième récit, c'est qu'à la fin les deux personnages finissent quand même par, alors qu'elles ne se connaissaient pas du tout, par s'enlacer, comme si elles avaient vraiment partagé toute une partie de leur vie ensemble. Donc voilà, je trouve qu'il y a avec presque rien, hein, c'est un tournage qui n'a pas coûté grand-chose. On retrouve beaucoup d'acteurs de Hamaguchi, de ses précédents films, dans des rôles complètement différents. Hein. Par exemple, celui qui joue le professeur dans le deuxième récit jouait une sorte de pitre quasi burlesque dans un court-métrage qu'il avait réalisé quelques années auparavant, au début entre, je sais plus, je dirais 2013-2014. Donc vraiment c'est des rôles de composition, il n'y a absolument pas du documentaire, c'est pas inspiré de personnages réels, c'est vraiment des pures histoires de fiction qu'il a écrit et qu'il a fait interpréter, mais qu'il a tourné dans une économie beaucoup plus légère que ses autres films, et effectivement ça fait écho à beaucoup de sa filmographie, notamment en fait ses tout premiers films. Et notamment un film très beau qui existe en DVD ou Blu-ray qui s'appelle Passion, qui est son dernier film d'école, puisqu'il a été étudiant à l'université de Tokyo en cinéma, et il a été l'étudiant de Kiyoshi Kurosawa, qui est un réalisateur un petit peu oublié aujourd'hui, mais qui a eu une grande période de reconnaissance, notamment en France dans les années 2000. Il faisait beaucoup de films un peu fantastiques, sur des disparitions, des fantômes, mais d'une manière très simple, presque sans effets spéciaux, juste des moments comme ça, d'étrangeté. Ça a été le professeur de Hamaguchi et de beaucoup de cinéastes japonais à cette époque-là. Hamaguchi a écrit le scénario de son dernier film, qui s'appelle Les Amants sacrifiés, qui est sorti en décembre dernier, si je ne m'abuse. Donc Hamaguchi est devenu plus célèbre que Kiyoshi Kurosawa, Kiyoshi Kurosawa n'étant pas Akira Kurosawa, le réalisateur des années, pour le coup, 40 jusque fin 70-80, qui lui est un des très grands et très connus réalisateurs japonais. Donc Kiyoshi Kurosawa, qui lui a commencé à faire des films dans les années 80, et puis maintenant Hamaguchi, qui a été son étudiant. Et dans ses films d'école, Hamaguchi, au fond, il faisait ce qu'il pouvait avec très peu de budget, hein, des camarades acteurs, des lieux qu'il connaissait, chez quelqu'un. Là, c'est pareil, hein, il a utilisé pour le bureau de fac un lieu de sa production, un bureau de sa production. Enfin, je ne dis pas que c'est un tournage sans aucun argent, mais c'est un tournage très léger économiquement parlant par rapport à Drive My Car ou par rapport à d'autres films, mais qui permet de se concentrer sur cet essentiel qu'est la parole. Alors peut-être que vous avez vous-même des questions ou des choses à dire, des réactions. Alors j'ai un micro si quelqu'un veut intervenir. En attendant, pendant que tout le monde réfléchit, je vais poser peut-être, vous faire une première remarque. Moi, ce que je trouve assez fascinant dans ce film-là, et aussi dans Drive My Car, qui sont les deux que j'ai vus, hein, de lui je ne connais pas plus, c'est quand même cette manière qu'il a de laisser beaucoup le spectateur finalement travailler dans un certain sens, puisque les acteurs sont rarement en train d'exprimer beaucoup d'émotions, j'ai l'impression. Alors est-ce que c'est lié au caractère japonais? Je ne sais pas, mais j'ai pas l'impression seulement. Et donc je trouve ça très intéressant effectivement que
comment dire, ça a l'air très simple avec juste des gens qui parlent. Et en même temps, pour moi, ça fait partie des films qui font le plus travailler mon imagination. Enfin, je suis tout le temps en train de combler en fait une sorte de manque. Et du coup, c'est très riche, quoi. Enfin, moi, je trouve ça hyper intéressant. Voilà. Ah, tout à fait. Hein, c'est vrai que on est sans cesse en train de s'interroger sur leur motivation. Par exemple, dans le premier récit, donc cette jeune fille qui va revoir son ex, pourquoi le fait-elle? Pourquoi décide-t-elle de rebrousser chemin en taxi, de retourner le voir, d'aller le voir dans son bureau? Est-ce que c'est par pure méchanceté, par une sorte de sadisme? On se pose réellement la question. Hein. Est-ce que c'est elle-même est très hésitante? Est-ce qu'elle essaye de réactiver quelque chose? Est-ce qu'elle essaye d'en savoir plus? À un moment, elle dit je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Elle le dit comme ça, et puis après, elle dit d'autres choses. Elle n'arrête pas de se contredire de toute façon. Lui-même est dans une forme d'attention très grande, en se demandant mais pourquoi est-elle là? Pourquoi est-elle venue? Et nous-mêmes, on oscille tout le temps, au fur et à mesure du récit, ce qui effectivement donne cette espèce de force où on est attention à chacune des paroles qu'elle va dire. Alors, j'ai parlé que de la parole, mais effectivement, il y a toute cette dimension qui fait que ça ne donne pas du tout la même chose que si on voyait ça sur une scène de théâtre, par exemple. On a demandé à Hamaguchi s'il voulait écrire du théâtre, des pièces théâtrales. Il a dit non, pas du tout, ça ne m'intéresse pas. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de montrer des visages, des postures. Et je ne sais pas, alors, on ne fait pas forcément attention à ça, puis surtout si on le voit une fois, mais chacune des histoires montre des personnages qui sont au départ plutôt éloignés dans l'espace. Hein. On voit la grande pièce, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la première histoire, par exemple, on voit le bureau, on est avec Meiko, donc la jeune fille, quasiment au seuil de la porte, et puis lui est très loin. Et peu à peu, en fait, elle va s'avancer dans le bureau, et peu à peu, les plans qui montrent les personnages très loin l'un de l'autre vont devenir de plus en plus des gros plans. Et il y a un moment dans chacune des trois histoires, il y a un moment où les personnages nous font face, nous regardent, sont pris de face, et ce qui sont des plans très inhabituels. Hein. Quand vous avez ce qui s'appelle un champ contre champ, c'est-à-dire deux personnes qui discutent ensemble, en général, on les prend de côté, on les voit de côté, mais on les voit rarement de face, parce que quand elles sont de face, on ne sait pas où est l'autre. Ou l'autre, ça devient nous, le spectateur, à qui il s'adresse. Donc ça donne une impression d'étrangeté très grande. Et il y a un moment dans le récit, toujours, dans chacune des trois histoires, où les personnages sont pris comme ça, tout seuls, face à nous, nous regardent, ils regardent l'autre, mais ils nous regardent, ou ils regardent l'autre à travers nous. Et donc c'est pas simplement le flux de parole, l'intérêt qu'on peut avoir, toute l'imagination qu'on peut tresser autour de ce que les personnages disent, mais aussi l'émotion qu'on peut avoir au bout simplement de s'en approcher ou de voir effectivement leur visage, chacun des petits tressaillements ou l'intérêt qu'ils ont. Même si je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, on est dans quelque chose de très retenu, y compris, et même pour le cinéma japonais, alors qui est effectivement un cinéma plus de la retenue, on va dire une forme de discrétion, etc. Là, c'est pas très expressif, mais ça va avec aussi ces questionnements qu'on peut avoir sur les personnages. Mais on le voit, mais ça dépend aussi des acteurs. On le voit très bien dans la troisième histoire, par exemple, où le personnage de la jeune femme lesbienne est beaucoup plus vive, exprime beaucoup plus facilement ses sentiments et dans une plus grande chaleur. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez ressenti ça comme moi, mais elle est beaucoup plus expressive finalement que d'autres. Donc ça tient aussi, je pense, au jeu des acteurs, je dirais même pas aux acteurs eux-mêmes, hein, puisque le prof, comme je vous ai dit, je l'ai vu dans un tout autre rôle, c'est le même acteur, plus jeune, de 5 ou 6 ans, mais il est complètement différent. Il fait des blagues, il tombe par terre, enfin, tout ce qu'il ne fait pas du tout dans ce film. Oui, enfin, sinon, rien quand vous avez cité Kurosawa, en fait, je repensais au film avec son acteur fétiche, là, son nom m'échappe, mais enfin bon, c'est un acteur qui était plutôt très démonstratif. Kurosawa Akira ou Kiyoshi Kurosawa Akira Kurosawa. Mifune, voilà. Oui, Mifune. Mifune qui était très démonstratif. Ah oui, c'est très très démonstratif. Ouais. Oui, puis il me semble quand même en y repensant que dans la société japonaise, les gens vont quand même être parfois assez démonstratifs pour
pour exprimer leurs sentiments, de manière un peu codée peut-être. Mais il peut y avoir des cris, Ouais, voilà, ce qu'on n'a pas nous, par exemple. Mais ce qu'il n'y a pas du tout ici, et il n'y a même pas de mouvement très brusque, qui ne bouge pas beaucoup, c'est très immobile, c'est des mouvements très lents. Alors, vous avez vu qu'il y a beaucoup de mouvements d'hésitation, les gens s'avancent, reculent, retournent. On va dans un taxi, puis on fait marche arrière, on va sur un pont, puis on fait marche arrière. À chaque fois, il y a des espèces d'allers-retours comme ça entre les personnages qui renversent complètement en fait le récit. C'est ça qui est beau, c'est qu'au moment où on a l'impression que finalement on est dans une impasse, que ça va s'arrêter, qu'ils vont se séparer, paf, il y a un truc qui fait que ça recommence et que ça réoriente le récit dans une ligne complètement différente. Que ce soit dans le premier récit où quand par exemple il éclate le ballon, on se dit bon bah c'est fini, ou elle a plus qu'à partir, et puis finalement ça revient, et il y a toutes sortes d'interruptions. C'est là où il y a le hasard, et à la fois, puisque j'avais dit que le hasard était un des thèmes, hein, le titre en japonais, c'est hasard et imagination, donc là ça s'appelle Conte du hasard et autres fantaisies, mais le titre original c'est hasard et imagination, donc c'est vraiment, il y a du hasard et d'imagination dans les trois récits, d'une manière un peu différente. Donc le hasard, c'est la coïncidence de la rencontre, la première coïncidence que la meilleure amie de Maiko est avec son ex, puis dans le deuxième récit, c'est la méprise entre Segawa et Sagawa qui fait qu'elle envoie à l'administrateur universitaire la lecture érotique qu'elle aurait dû lui envoyer si le plan avait fonctionné. Finalement, ironie du sort, elle fait ce qui aurait dû, ce qui était prévu et ce qu'elle ne voulait plus faire, par un lapsus qui est lié au fait que sa fille revient et qu'elle crie Sagawa, Sagawa, Sagawa dans l'appartement. Et dans le troisième récit, il y a ce hasard où la jeune femme veut tellement revoir son ancienne amie qu'elle croit la reconnaître chez quelqu'un d'autre, et l'autre elle-même, touchée par ce premier mouvement, la prend elle-même pour une autre, et dans cette espèce de double quiproquo se produit quelque chose de totalement inespéré, qui fait que chacune est renvoyée à sa propre vie, à son présent, et qu'elles entretiennent un lien qu'on ne peut plus nommer. Je trouve que ça aussi, c'est quelque chose qui est très fort dans le film, c'est que les relations entre les personnages au début sont assez simples. Qu'est-ce que c'est qu'avoir un ex ? Bon, voilà, on a été amoureux ou amoureuse, on va revoir son ex, et la relation devient quelque chose de moins en moins identifiable au fond, de plus en plus singulier, de plus en plus étonnant, et sur lequel on ne peut plus mettre de mots, on ne peut plus la décrire. Dans la deuxième histoire, c'est pareil. Au début, ils parlent de honey trap. Je pense qu'ils utilisent un mot anglais pour décrire ça. Honey trap, donc un piège à miel. Donc le guet-apens sexuel, comme c'est traduit dans les sous-titres français. Bon, voilà, on voit très bien à quoi ça ressemble. Et puis en fait, ça devient tout autre chose. Ça devient un mélange de séduction, de confession, de séances psychanalytiques, de lecture aussi, et d'accès à une forme de très grande intimité. Et puis dans le troisième récit, c'est pareil, ça devient une relation. Quelle est la relation entre les deux femmes ? Qu'est-ce qu'elles ont tissé ? Est-ce que c'est de l'amitié ? Est-ce qu'elles vont se revoir ? Est-ce qu'il y a une forme d'amour ou de désir qui naît entre les deux ? Tout est possible. Il y a un peu de tout ça, mais on ne saurait pas le dire exactement. Et le film entretient et arrive à garder cette espèce d'ambiguïté constante qui fait qu'on suit un film et on n'est jamais sûr d'où il va aller. Et même à la fin des récits, je trouve que ça reste quand même très ouvert, quoi. Mais on a eu accès à cette intimité, on a eu accès à une forme d'intimité très forte des personnages qui ne nous aurait pas été révélée sans ça. C'est pour ça que je trouve que c'est très fort, et c'est moins peut-être le cas dans ces films qui sont plus impressionnants comme Drive My Car, où là il y a un accès à l'histoire du Japon qui est quelque chose de très important, hein. Pour Hamaguchi, par exemple, il a fait des films alors, qui ne sont pas du tout connus, qui ont été montrés dans des festivals ou dans une rétrospective de ces films qui a eu lieu il y a 3-4 ans à Paris, à la Maison du Japon. Des documentaires qu'il a co-réalisés avec un autre garçon, il en a fait 3, sur les suites de Fukushima, et des discussions simplement entre deux personnes qui ont vécu ces événements, qui ont en gros, qui ont vu leur maison, leur quartier rasé, qui ont perdu des proches, etc. Et
Ça peut être un employé et son patron, une maîtresse d'école et une mère d'élève. Et il les met l'une en face de l'autre et les personnes se racontent. Et c'est un dispositif très simple où au début on les voit tous les deux. Chacun raconte son histoire et on regarde en même temps les expressions de cette histoire sur le visage de l'autre. C'est des séquences qui durent une vingtaine de minutes chacune. Et il y a 3 films comme ça qui s'appellent Sound of the Waves, Voice of the Waves, je ne sais plus le troisième, mais là, on touche à quelque chose de plus politique, qui est lié à l'histoire du Japon, qui est lié à la société, comment vivent ces gens. Là, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans ce film que vous venez de voir, on est plutôt vraiment dans quelque chose de l'ordre d'une intimité personnelle. Mais il n'y a pas de lien vraiment à la société japonaise, on veut dire, dans son ensemble. Et on voit d'ailleurs que l'espèce de scénario quasi de science-fiction qu'il a fait dans la 3e histoire, où il y aurait un virus qui aurait détruit tous les ordinateurs et communications, c'est un simple prétexte pour pouvoir faire une rencontre qui ne soit pas court-circuitée par autre chose. C'est aussi, ça c'est un trait assez frappant, on n'y pense pas forcément quand on voit le film, mais tout ce qui se passe toujours dans le présent. C'est-à-dire, il n'y a pas un coup de téléphone, il n'y a pas... Tout se passe toujours là où on est. Il n'y a pas d'extériorité. Tout est dans une forme intérieure où on voit ce qui se passe de l'autre côté, peut-être à 2 mètres de soi, mais on ne voit pas ce qui se passe autour, jamais. Alors, il y a des interruptions, il y a des gens qui rentrent, qui surprennent les personnages, comme dans le premier récit, quand la secrétaire ou la personne qui travaille avec le jeune architecte revient. Dans le 2e récit, quand il y a le fils qui arrive et qui bloque. 3e récit, le fils qui arrive et qui bloque. Voilà. Ou les gens qui passent dans le 2e récit près de la porte, qui passent de l'autre côté de la porte. Mais c'est ce qui se passe dans les 3 mètres carrés autour des personnages. Il n'y a pas une sonnerie de portable, il n'y a au fond pas de relation entre les personnages qui ne soient pas dans le présent, dans la scène, dans le lieu, donc qui ne passent pas par leur corps. Tout passe par leur corps, tout passe par leur voix, tout passe par leur présence physique au sein d'un espace qui est toujours une sorte d'espace intérieur. Même si à des moments ils sont dehors, cette intimité, elle est créée aussi par le fait que les personnages sont ensemble, sont dans le même espace, partagent le même espace, le même présent. Moi, je n'ai pas compris pourquoi dans le premier, on avait en fait une fin alternative, en fait, où de la première fin, Maiko, je dirais, est actrice du destin en laissant le choix à son ex, entre les deux. Et pourquoi dans le deuxième, elle se retirait? Parce que justement, ce que vous disiez, dans les autres, on a vraiment des fins très ouvertes et l'imagination peut courir. Là aussi, mais il nous propose en fait 2 possibilités qui reviennent au même, puisque Maiko reste seule à la fin, mais on a quand même une alternative possible. Tout à fait. Je pense que ça, c'est je dirais que c'est la zone ou la part imagination du film. Il y a quelques petits moments comme ça. Il y a des moments aussi où il y a des zooms, je sais pas, le film est très statique, c'est des plans fixes la plupart du temps, et parfois il y a des espèces de zooms assez lents comme ça qui se rapprochent des personnages. Je sais pas si vous avez vu, c'est vraiment des moments très ponctuels qui font penser à un autre cinéaste qui n'est pas japonais, qui est coréen, qui est Hong Sang-soo. Alors peut-être vous connaissez ses films, qui lui il travaille beaucoup sur l'idée d'histoire alternative, de seconde foi. Alors, on peut penser aussi à Alain Resnais a fait ça. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont peut-être vu Smoking No Smoking, des films comme ça qui ont déjà maintenant plus de 25 ou 30 ans, mais qui jouent sur l'idée qu'est-ce qui se passerait si, ou quelles seraient les différentes histoires. Alors, il y a un moment comme ça dans le 2e récit, quand le personnage, le garçon avec qui elle couche au début, se regarde à la télé et s'imagine en présentateur télé. À un bref moment, on pourrait même penser que c'est vraiment lui, et puis on comprend quand même que c'est pas lui. Et la 3e histoire, l'imagination, c'est vraiment quelle autre personne je vais jouer, cette personne que je ne connais pas, mais que toi tu connais et que tu pourras peut-être reconnaître. Pourquoi il y a cette espèce de fin alternative? Alors, j'ai pas la réponse, mais la réponse que moi je donnerais là-dessus, c'est qu'au fond, je donnerais une réponse plus générale qui serait que ce que je trouve très intéressant, c'est que les personnages, dans leur rapport à l'autre,
à chaque fois, dans le premier récit, dans le deuxième, dans le troisième, se dédoublent ou prennent plusieurs identités à la fois. Meiko, je ne sais pas si, notamment dans le premier récit, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle a un pull avec 2 aigles, comme ça. Et c'est comme si elle était 2 femmes en même temps, la femme du passé, la femme du présent. Pour lui, on ne sait pas si on la regarde avec son regard à lui ou quel rôle elle joue, mais elle est toujours dans une forme de double, de duplicité, de position, et voilà, un peu duplice comme ça. Et tous les personnages, au fond, dans leur prise de parole, dans leur rapport à l'autre, se dédoublent. Ils sont autre chose qu'ils ne sont vraiment. Et toute la question du film, c'est est-ce que le rôle qu'on joue est plus vrai que ce que nous sommes vraiment dans la vie, ou de quelle manière, finalement, on se dédouble tout le temps et puis on finit par retrouver sa solitude, puisqu'à la fin de chacun des films, chacun des personnages est renvoyé à sa solitude et repart seul. Même si, dans le troisième récit, on se dit, bon, elles vont peut-être se revoir, mais bon, elle a quand même un mari, des enfants, l'autre, elle va repartir à Tokyo, bon... Les personnages sont quand même renvoyés à une forme de solitude, et puis il y a ces ponts qui survolent la ville. Mais il me semble que ce qui est très émouvant dans ces 3 histoires, c'est qu'on voit comment les personnages peuvent changer d'identité, se métamorphoser, devenir quelqu'un d'autre, et puis à la fin, bon, ils restent quand même un peu seuls, mais ils ont regagné quelque chose, je trouve, dans ce moment un peu de dédoublement. Donc je dirais que cette double scène de la fin, avec ces 2 possibilités, elle dit effectivement que le personnage va rester seul, mais en même temps, elle montre un peu son désir qui est pas sûr, quoi, qui est pas déterminé, sur lequel elle n'a pas de certitude. Donc, c'est son imagination à elle, et on ne sait pas quelle est la réalité des deux. Voilà, quelle réalité choisir. On n'en a pas à choisir, mais en tout cas, on sent qu'il y a ces 2 possibilités en elle, et que même si elle a l'air un peu sadique, un peu méchante, qu'elle joue un peu avec son ex au cours du premier récit, elle n'est pas si claire que ça elle-même par rapport à cette histoire. Voilà, c'est un peu ma réponse. Je ne sais pas si elle éclaire beaucoup, mais voilà. Mais c'est ça qui est très, très étonnant, parce que c'est très rare que dans un film, on voit des personnages qui changent ou qui se transforment. On a ça dans les films de Rohmer, évidemment, d'Éric Rohmer. On a ça, voilà, dans certains des grands films, on voit un personnage se transformer dans le film, mais là, on les voit vraiment être à des intersections très fortes de leur vie. Qu'est-ce qui vont les transformer peut-être durablement ? Au fond, peut-être pas. À la fin des histoires, on se dit, ben non, ils reviennent un peu à leur état, mais ils ont traversé quand même quelque chose qui a fait qu'à un moment, ils auraient pu être quelqu'un d'autre, où ils auraient pu rencontrer quelqu'un, même s'ils reviennent à une forme de solitude. Bonjour. Par rapport à ce que vous disiez, j'ai trouvé que c'était assez intéressant, cette thématique du double par rapport à tout ce qu'il a pu faire sur le théâtre dans notre film. Parce que notamment Drive My Car, c'est un film qui tourne entièrement autour du théâtre et du jeu d'acteur. Je sais que son prochain film, qu'il est en train de tourner ou qui vient de finir, sera sur une école de théâtre. Et je me demandais s'il y avait aussi un lien un petit peu par rapport à ce que raconte ce film. Oui, tout à fait. Alors, le théâtre est je dirais pas dans tous ces films, mais très présent, y compris avant Drive My Car, il y a dans Senses, c'est pas simplement le théâtre au sens où on verrait une pièce en train d'être représentée, c'est souvent les répétitions théâtrales ou le travail théâtral ou le travail du jeu qui l'intéresse, plus que l'idée de montrer des gens qui joueraient sur une scène, ce que d'autres cinéastes ont pu faire, Renoir, Jacques Rivette, tout ça. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est au fond vraiment la question du jeu et de l'interprétation du jeu. Et je pense que si on parlait du côté un peu inexpressif, parfois, enfin pas inexpressif, mais en tout cas très retenu du jeu de ces comédiens, c'est aussi une forme de direction d'acteur, bien sûr, qui s'attache à des tout petits détails, à des toutes petites positions, à une manière plutôt de regarder que d'exprimer avec son corps et de jouer comme ça sur je pense aussi beaucoup, et ça c'est quelque chose à mon avis qu'on perçoit pas, qu'on peut pas très bien percevoir si
on ne parle pas japonais, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses dans les hésitations de la voix, dans la manière de prononcer les mots, tout ce qu'on appelle la prosodie, qu'on peut percevoir dans des films français, comme les films de Rohmer, où là, c'est très très net dans une petite hésitation entre deux mots, fait qu'on comprend des choses sur le personnage. Là, évidemment, c'est un peu compliqué pour nous en apercevoir, mais je pense que c'est très présent aussi. Et donc, il s'intéresse beaucoup à la question du jeu et, on va dire, du lien entre ce qui, soi-disant, est faux, c'est-à-dire quand on joue une scène, on n'est pas soi-même le personnage. Enfin, il y a un dédoublement entre l'acteur qui interprète un personnage et ce qu'il est lui-même réellement en tant que personne. Mais justement, dans ce type de film, il nous montre qu'il n'y a pas de vérité. C'est-à-dire que jouer une amie d'enfance d'une personne qu'on connaît à peine et jouer quelqu'un qu'on connaît à peine pour une personne qu'on connaît à peine de quelque chose qu'on n'a même pas du tout connu, devient vrai parce que l'autre, de l'autre côté, le reconnaît. Et si elles arrivent chacune à entretenir ce lien étrange dans la troisième histoire, c'est qu'elles touchent à une forme de vérité, alors même que c'est complètement artificiel. Elles n'ont aucun passé commun, elles ne savent quasiment rien l'une de l'autre. Et pourtant, ce jeu, le fait de jouer, crée une deuxième réalité qui semble aussi vraie, puisqu'elle provoque autant d'émotions, sinon plus que si ça avait été une vraie rencontre. Donc, je pense qu'il s'intéresse à tous ces degrés comme ça de jeu ou de vrai et de faux qui sont liés au corps des acteurs et aux capacités des acteurs, à la présence des acteurs, parce qu'il y a plein d'autres moyens de s'intéresser au vrai et au faux. On peut jouer sur le rêve, sur des fantômes, sur des apparitions. Là, il choisit de le faire sur des personnes humaines très banales, qui n'ont aucun caractère particulier. Ce n'est pas des acteurs d'ailleurs, ils n'ont pas pour profession d'être acteurs, ils ont tous des professions soit qu'on connaît, soit qu'on ne connaît pas, mais les deux femmes de la fin, aucune n'est actrice. Il y en a une qui est mère au foyer, l'autre est informaticienne. Rien ne les prédestine à jouer un rôle. Et elles ne sont pas des professionnels, mais elles finissent quand même par jouer un rôle l'une avec l'autre. Voilà, donc je pense que c'est ça, cette question des acteurs qui l'intéresse effectivement, et qu'on retrouve dans tous ces films. Je vous en prie, merci. Ce qui est assez étonnant aussi dans les trois histoires, je le dis là parce que j'y pense, c'est la manière dont il y a toujours une forme de répétition ou de dédoublement. Alors on parlait de dédoublement chez les personnages, mais en fait il y en a dans les histoires elles-mêmes. Si vous vous souvenez, dans la troisième histoire, il y a toute cette partie du début où le personnage R, elle va à son ancienne réunion de copines. Alors on comprend rétrospectivement que c'était pour chercher quelqu'un. Mais dans cette réunion, il y a quand même une femme qui la reconnaît, qu'elle-même ne reconnaît pas vraiment, elle se trompe dans son nom, qui a l'air d'avoir envie de quelque chose avec elle, on ne sait pas trop quoi, mais clairement, il y a un désir en tout cas qui s'exprime. En plus, après, on apprend qu'elle a voulu la sculpter, enfin, la peindre ou la sculpter, je ne sais plus, à l'épreuve d'art plastique. Donc, il y a toute cette scène du début qui au fond, répète plus ou moins ce qui va se passer après, mais c'était pas la bonne personne. En tout cas, donc on sent qu'il y a tout le temps un jeu comme ça, un peu de miroir dans les histoires, dans chacune des histoires. La relation sexuelle de la deuxième histoire, ça commence par tout un jeu aussi de séduction et de sexualité qui va se retrouver dans la parole d'une autre manière dans le chapitre où elle va parler au prof. Donc il y a toujours cette espèce de basculement avec l'ironie du sort qui fait qu'à la fin de la deuxième histoire, elle revoit donc ce garçon pas très sympathique, hein, on va dire, un peu crâneur, un peu cynique, qui lui-même est devenu éditeur, alors qu'il n'a aucun lien avec la littérature, et qu'elle en a réellement un, mais a perdu ça plus ou moins en cours de route. Il y a tout le temps comme ça des espèces d'échos, de rimes, de répétitions dans les histoires qui aussi leur donnent une forme de cohérence un peu plus souterraine, un peu secrète, mais qui les organisent et qui font que tout semble lié et que cette espèce de hasard, c'est ce que je vous disais un petit peu au début, finalement, est-ce que c'est tant un hasard que ça ? Est-ce que c'est pas un destin, mais plutôt ça devient le signe de quelque chose, ou la capacité à rebondir ou à devenir autre chose. Oui, bonjour.
Bonjour. C'est juste pour ma curiosité personnelle et comme dans le deuxième, le prof, donc s'il est prof de littérature, c'est traduit prof de littérature française pour nous, mais réellement il est prof de littérature japonaise ou française? On le sait ou pas? Non, je pense qu'il est prof de français. Enfin, d'après ce qui nous est dit. Si vous regardez... Il y a écrit français dans les sous-titres. Oui, mais en plus, dans son bureau, en fait, il y a pas mal de livres français. D'accord. Après avoir vu le film plusieurs fois, du coup, on peut s'attacher à d'autres détails qui ne sont pas forcément les personnages qui parlent. Même s'ils sont très discrets dans les films, il y a pas mal de livres français. Donc, a priori, c'est un prof de français. D'accord. Tout simplement. Merci. J'en prie. Qu'est-ce que j'avais noté d'autres choses que je peux vous raconter mais... ouais, je vais juste revenir sur l'histoire des zooms en fait, parce que j'ai trouvé ça assez étonnant dans le film quand on le regarde, parce qu'il est très discret, comme tu disais. Enfin, a priori au niveau de la mise en scène, ça, il se fait pas remarquer quoi. Et puis il y a ces moments en fait où il y en a à peu près un par épisode. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Un moment de bifurcation quoi. Et j'ai trouvé qu'ils étaient pour le coup très c'est pas qu'ils sont mal faits, mais ils sont un petit peu ils sont pas techniquement parfaits. Ils brutalisent un petit peu en tout cas enfin, ils rajoutent une dimension d'étrangeté. Ouais, mais ils flottent un peu le truc. Enfin, il y a un côté, je dirais pas amateur, mais en tout cas, et j'aime beaucoup ça parce que en fait ça, à la fois il y a cette manière de dire d'attirer l'attention du spectateur évidemment, parce que c'est totalement artificiel. Et je veux dire qu'il aurait pu tout à fait faire autrement en fait, je sais pas, déplacer sa caméra à l'opposé, enfin d'autres réalisateurs auraient fait autrement. Et en fait je me demande vraiment pourquoi est-ce qu'il a choisi de faire ce mouvement, de le faire comme ça, de manière un peu gauche presque, et aussi ostentatoire en fait. Alors bon, moi je suis pas Hamaguchi. Je pense qu'il me semble qu'il l'a dit dans un entretien, mais je me souviens plus, j'avoue, ce qu'il a pu dire là-dessus. Moi, ce que je dirais, déjà, je peux vous raconter un tout petit peu comment est-ce qu'il filme ces scènes. C'est plutôt intéressant. Alors pour les zooms, je sais pas, mais pour la scène, en fait, il fait entre 10 et 20 prises de la même scène, donc qui tournent, mais avec des places de caméra différentes, et c'est surtout au montage, en fait, qu'il travaille. C'est-à-dire, évidemment, il fait de la direction d'acteurs, il dirige les comédiens, il dirige leurs mouvements, tout ça est extrêmement étudié dans l'espace, mais il recommence, il refait la scène plusieurs fois, en changeant les axes de caméra, en faisant un plan plus rapproché sur un des acteurs. Donc c'est pour ça qu'on a souvent des plans qui peuvent d'un côté, de l'autre, de face, plutôt de profil, ou qui montrent les personnages différemment. Et puis au montage, finalement, quand il n'est pas dans l'espèce d'énergie et de moment du tournage où on perçoit des choses mais on ne perçoit pas tout, il reprend ça un peu à tête reposée et il construit finalement sa mise en scène plutôt au montage. Alors, évidemment, il faut savoir où placer sa caméra, etc. Enfin, c'est pas non plus de l'improvisation, c'est pas il fait 40 points de caméra pour pouvoir se laisser libre, mais et on voit bien d'ailleurs dans les scènes qu'il y a une forme de progression, comme je vous ai dit, vers on s'approche de plus en plus des acteurs au fur et à mesure. Entre le début de la scène, on est très loin d'eux, et puis à la fin, on est très proche d'eux. C'est valable aussi bien dans le taxi, dans la première séquence, où au départ on voit les deux personnages, puis après on s'approche vraiment de leur visage de plus en plus, ce qui accroît le sentiment d'intimité, de proximité avec les personnages. Sur les zooms, ils sont tellement différents du reste. Non, ils sont tellement un peu effectivement brutales, comme si nous on avait un téléphone et puis on zoome sur un élément qui crée pour moi, moi je dirais que leur fonction, en tout cas moi ce qui me provoque en tant que spectateur, c'est vraiment un effet d'étrangeté et je dirais presque de dénonciation comme fiction du film, c'est-à-dire de nous dire au fond tout ça est une fiction, tout ça est une invention. Et je vous le montre, et puis après vous allez l'oublier, vous allez vous identifier au personnage, etc. Mais pendant un moment, vous allez quand même vous dire, ah oui, il y a quand même une caméra, enfin on sent la caméra. Pasolini disait, Pier Paolo Pasolini, cinéaste italien et poète, faisait une différence entre ce qu'il appelait le cinéma de prose et le cinéma de poésie.
lui se pensait du côté du cinéma de poésie. Et pour lui, le cinéma il donnait une définition très simple du cinéma de poésie. Pour lui, c'était un cinéma où on sentait la caméra. Où on sentait où était la caméra, donc qui brutalisant on va dire l'académisme ou la manière de mettre en scène un peu transparente, où on ne sait pas trop comment c'est fait dans les films de cinéma de poésie, comme dans la poésie où on sent quelles sont les phrases, on sent le poids de chacun des mots. On n'est pas dans la pure communication, mais dans une forme de sonorité, de rythme, etc. On sentait la caméra. Et il me semble que c'est ces moments-là où on sent la caméra qui nous montre qu'on est quand même dans une fabrication ou dans quelque chose, en tout cas, qui ne prétend pas être totalement naturel. Donc ça va avec ce sentiment de fiction. Et je pense qu'au bout d'un moment, mais tout le film fait ça, c'est-à-dire au bout d'un moment, on s'habitue à quelque chose, tout de suite, il y a une bifurcation, il y a quelque chose qui se transforme, il y a un mot, il y a quelqu'un qui rentre. Donc on n'est jamais tranquille, même si ça a l'air d'être très progressif. Au fond, ça ne cesse de bouger. Et ces zooms viennent aussi à un moment pour nous surprendre, en fait. Et quand on est un peu trop habitué, quand on est un peu trop dans le flux nous-mêmes, ils viennent dédoubler quelque chose, je pense. En tout cas, ce serait ma réponse. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être resté. Et puis, j'espère que vous avez aimé le film.